tous et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour selon votre cas. Dans mes dernières vidéos, j'ai abordé le raisonnement clinique avec le recueil de données ainsi que les modèles et théories de soins infirmiers. Alors aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante, l'analyse des données et l'identification de la problématique du patient. Lorsque vous effectuez le recueil de données via des entretiens avec le patient et ou son entourage, via les observations faites auprès du patient via par exemple un examen clinique, via les documents du dossier patient, vous devez vérifier toutes ces informations avant de les organiser par catégorie. En ce qui concerne les données spécifiques du patient, vous avez vraisemblablement l'habitude de classer vos données suivant un modèle de soins, que ce soit par besoin, comme celui de Virginie Anderson, ou bien par mode de fonctionnel, si vous utilisez donc le modèle de Marjorie Gordon ou autre. Alors, j'attire votre attention sur le regroupement des données, alors non pas par besoin ou par modèle fonctionnel de santé, mais par système, parce que je sais que certains étudiants le font. Alors, ce type de classement permet en effet d'identifier des données, les données notamment qui doivent être transmises aux médecins, qui, je vous rappelle, donc est le seul habilité à diagnostiquer des anomalies du système ou de fonctions organiques. Mais il y a un mais, parce qu'avec ce classement par système ou par fonction organique, eh bien, vous risquez de passer à côté de données clés permettant de poser un diagnostic infirmier. Alors, il est donc important d'utiliser un modèle infirmier pour bien organiser vos données afin d'être exhaustif. Parce qu'un classement par fonction eh bien, ne vous permet pas d'utiliser toutes les données que l'on utilise en tant qu'infirmier. Alors, en examinant vos données organisées selon les grilles de lecture que vous avez l'habitude d'utiliser, que proposent donc les modèles de soins infirmiers, vous allez rapidement vous faire une première idée des différents problèmes du patient. Mais vous allez aussi probablement repérer des lacunes dans vos informations. Il faudra donc sans doute compléter ce recueil de données pour affiner votre diagnostic. Alors, après l'étape du recueil de données, il s'agit donc d'analyser ces données et de poser des diagnostics, c'est-à-dire identifier des problèmes du patient. Alors, je sais que les diagnostics infirmiers ne sont pas utilisés partout, néanmoins, qu'on le veuille ou non, les infirmiers identifient bel et bien des problèmes de santé chez leurs patients, donc diagnostiquent ces problèmes. Par ailleurs, l'utilisation des transmissions ciblées a permis aux infirmiers de s'approprier certains de ces diagnostics infirmiers, souvent mal intégrés en général parce que traduits de l'anglais. Et donc, il y a des terminologies notamment qui ne sont pas très familières pour nous Français. Alors, ne nous voilons donc pas la face, les soins infirmiers reposent d'une part sur le diagnostic et sur les interventions qui vont en découler, et bien sûr sur les résultats de ces interventions. Je vais donc aujourd'hui vous parler des diagnostics infirmiers ou des problèmes du patient, si le mot diagnostic infirmier vous donne de l'urticaire. En tout cas, tout ce qui compose la problématique et comment on y parvient. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse problématique et qui trouve-t-on? Alors, sur cette diapo, vous trouvez, que j'ai été obligée de diviser, j'ai été obligée de diviser le plan en deux parties. Alors, vous allez bien sûr trouver la présentation de la personne avec son identité, sa situation sociale et familiale. Bien entendu, il va y avoir un focus sur le début de la prise en soin avec la date et le motif d'hospitalisation ou de prise en soin, parce que ce n'est pas toujours une hospitalisation, ça peut être une consultation, ça peut être une entrée en EHPAD, les circonstances et le mode d'entrée et le parcours de soins. Ensuite, nous avons besoin, bien entendu, des antécédents et des caractéristiques physiques et psychologiques. Alors, nous avons besoin donc des antécédents
pour analyser cette situation, même s'il ne pose pas vraiment de difficultés au jour J où vous présentez votre patient. On a besoin, bien entendu, de l'histoire de la maladie, dans un ordre chronologique, donc de là ou des maladies, avec le diagnostic, comment on est arrivé à ce diagnostic, quels sont les examens qui ont été réalisés, quels ont été les traitements mis en place, que ce soit de la chirurgie, des médicaments, etc. Et bien entendu, on a besoin de visualiser l'évolution depuis le début de l'hospitalisation ou le début de la prise en soin, avec le bilan de l'acte chirurgical s'il y a eu un acte chirurgical, et de la période donc post-opératoire. On a besoin de la réponse au traitement mis en place, notamment en termes de lorsqu'il y a une douleur, lorsqu'il y a une infection, des compensations. Quel est le niveau de dépendance du patient? Quel est le bilan de sa réadaptation? Bref, jusqu'à arriver donc à la situation actuelle. Ensuite, donc sur cette diapo, on continue. Bien entendu, il y a l'énoncé des problèmes à ce jour, c'est-à-dire le temps, avec une priorisation de ces problèmes. Donc d'abord les problèmes réels, avec une mise en lien cause-conséquence, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple, si on parle de douleur, une douleur aiguë au genou liée à la réalisation d'une arthroscopie, se manifestant par exemple une plainte, une position antalgique, une VA5, etc. Et ensuite viennent les problèmes potentiels ou risques mis en lien avec les facteurs favorisants. Par exemple, risque d'atteinte à l'intégrité de la peau lié à l'allaitement prolongé ou à une dénutrition. Alors, vous pouvez ou non utiliser des diagnostics infirmiers. Alors, j'attire quand même votre attention. C'est vrai que généralement, on a plutôt d'abord les problèmes réels et les problèmes potentiels du risque, mais selon le contexte, peuvent venir en premier certains risques. Je pense notamment, par exemple, à si le patient a subi, par exemple, le jour même, une intervention à fort risque hémorragique, eh bien, c'est ce risque hémorragique qui va venir en premier dans la problématique du patient. Donc, vigilance par rapport au contexte. Et bien entendu, on termine par le devenir à court, moyen et long terme, alors avec une date de sortie si elle est prévue, avec le traitement de sortie et le suivi. Alors, mais pour parvenir à cette problématique, il faut bien sûr passer par une phase d'identification. Et cette phase consiste à traiter des informations recueillies et organisées, c'est-à-dire, quand je dis traiter des informations recueillies et organisées, c'est-à-dire analyser toutes ces informations. Cela signifie qu'il faut examiner les éléments de la situation du patient, les uns après les autres, de trouver le lien entre ces différents éléments. Et c'est ainsi que l'on parvient à identifier ce qui pose problème et pour quelles raisons, et déduire les éventuelles conséquences, bien entendu. Donc, la problématique peut être définie comme un exposé clair de la situation du patient. Alors, bien entendu, un exposé organisé, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose de construit. Il faut que cet exposé soit ciblé et précis, avec les éléments clés significatifs qui donnent un sens à la situation. Cet exposé, bien entendu, doit être exhaustif et réactualisé. Donc, ça veut dire qu'il faut réajuster, compléter. Et bien sûr, cette problématique permet donc une vision globale, synthétique. Donc la formulation doit être la plus concise possible, la plus courte possible, et systémique. On a besoin d'avoir les liens entre les différents problèmes. Alors, les problèmes, eux, peuvent être définis comme une rupture d'un équilibre physiologique et ou mental, avec plus ou moins une répercussion sur la vie sociale, familiale, professionnelle, et plus ou moins une incapacité à prendre en charge des actes que la personne ou ses proches assumaient auparavant, c'est-à-dire avec plus ou moins effectivement de besoins non satisfaits. Alors, ainsi, on peut donc exposer des problèmes qui vont être liés à une fonction qui ne peut pas être remplie. Il peut y avoir des problèmes liés au ressenti, des problèmes liés à un manque de connaissances, mais aussi des problèmes liés à l'environnement, ou encore des problèmes liés aux risques encourus en rapport avec la pathologie, avec les traitements ou les investigations. Donc ces problèmes
doivent être formulées en énonçant les causes et conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, un problème réel, c'est un problème qui est présent, hein, avec des causes, des signes, des symptômes, eh bien, cela doit vous rappeler la façon, hein, dont on décline les diagnostics infirmiers, hein, le fameux diagnostic infirmier avec son intitulé lié à et se manifestant par. Quant au problème potentiel, c'est un problème qui n'est pas présent, mais qui risque de se poser en termes, par exemple, de complications. Et là encore, il faut se rappeler comment décliner ce type de diagnostic avec donc l'intitulé risque de patati patata, favorisé par. Hein. Alors, il faut garder à l'esprit que pour identifier dans votre recueil de données les données pathologiques, bien entendu, il faut être capable de reconnaître des données normales. Et donc, puisque c'est l'écart entre ce qui est considéré comme normal et les données du patient qui indiquent l'existence d'un ou de plusieurs problèmes. Alors, il faut bien comprendre aussi le sens des termes. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des manifestations, des signes et des symptômes, mais il y a aussi des caractéristiques déterminantes et on parle aussi d'indices. Donc, il faut bien comprendre ces termes pour être en capacité de nommer le problème. Alors, c'est quoi un signe? Eh bien, c'est une donnée objective, c'est ce qu'on observe hein, de normal ou d'anormal et qui indique un problème de santé. Par exemple, la fièvre est un signe, on l'observe. C'est objectif puisqu'on a un chiffre hein, indiqué par le thermomètre. Un symptôme, en revanche, c'est une donnée subjective. C'est ce que le patient nous dit et qui indique bien entendu aussi un problème de santé. Alors par exemple, la douleur hein, est un symptôme, c'est une donnée subjective, c'est-à-dire c'en est la définition. Hein. Ensuite, les caractéristiques déterminantes, eh bien, ce sont un ensemble de signes, de symptômes et de facteurs de risque observés chez un patient qui présente un diagnostic infirmier donné. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la classification des diagnostics infirmiers, hein, dans laquelle pour chaque diagnostic, vous avez donc son intitulé, vous avez la définition et les facteurs favorisants si c'est un risque, ou les caractéristiques déclinées en données subjectives et objectives. Hein. Vous retrouvez hein, généralement dans les diagnostics infirmiers les caractéristiques déterminantes. Hein. Alors, quant à un indice, eh bien, c'est toute donnée qui nous amène à suspecter l'existence d'un problème de santé, c'est-à-dire la présence de caractéristiques, de signes et de symptômes. Alors, il est bien évident que si on passe à côté d'un problème et qu'on fait une erreur dans l'identification d'un problème, c'est-à-dire une erreur de diagnostic, on peut planifier des actions de soins qui vont être inadéquates, puisque les problèmes identifiés sont la base du projet de soins ou du plan de soins, peu importe la manière hein, dont vous l'appelez. C'est pour cela qu'il est important d'utiliser un modèle de soins infirmiers qui est votre grille de lecture. Alors bien évidemment, la grille la plus utilisée en France, c'est celle des 14 besoins de Virginia Anderson, hein, que l'on retrouve ici, hein, que je vous montre là. Donc, où on a les 14 besoins avec les besoins non satisfaits déjà avant la prise en charge, c'est-à-dire à domicile. Ensuite, dans une autre colonne, généralement, on a les besoins non satisfaits pendant l'institution. Et dans une dernière colonne, on peut mettre effectivement l'évolution et ce qui pose problème ou ce qui risque de poser problème. Hein, donc, si par exemple, vous suspectez chez votre patient une constipation, eh bien, vous allez comparer les données du patient, que ce soit avant sa prise en soins, est-ce qu'il y avait déjà des données en faveur de ce type de problème, qu'est-ce qu'on retrouve pendant l'hospitalisation, et voilà, comment ça évolue, et qu'est-ce qui pose réellement problème. Hein. Donc, vous allez comparer avec les données du patient, mais aussi donc avec vos connaissances, alors si on parle de constipation, vos connaissances de l'UE 2.8 hein, sur la pathologie. En plus des caractéristiques donc, du diagnostic infirmier constipation que vous pouvez par exemple vérifier
sur la classification des diagnostics infirmiers de l'ANADI, par exemple. Alors, après avoir identifié un problème, il faut en rechercher la cause ou les facteurs liés au contributif. Alors, par exemple, si vous prenez en soin un patient diabétique de type 1, récemment dépisté, et que vous soupçonnez chez ce patient un manque de motivation pour s'informer sur son traitement, il faut quand même aller plus loin que la simple première impression pour découvrir ce qu'il en est réellement. Et certaines caractéristiques, si vous observez bien ce patient, si vous écoutez bien ce qu'il vous dit, eh bien, vous mettront peut-être sur la piste, non pas d'un manque de motivation, mais d'un déni de la maladie qui est, somme toute, assez fréquente quand on vous découvre une maladie chronique avec un traitement qui, au départ, va vous paraître lourd, une surveillance qui va être lourde. Alors, quand l'étiologie est trouvée, il faut ensuite nommer le problème avec cette fameuse mention liée à. Alors, des fois, cette étiologie va rester inconnue, ça arrive, ou on va douter. Alors, on peut noter liée à une cause inconnue, ou la nommer avec probablement liée à. Si par exemple, dans les données, nous avons repéré des facteurs de risque mais pas de signes ou de symptômes. On va parler donc de risque de, favorisé par, suivi donc du ou des facteurs de risque repérés. Alors, on peut dire aussi lié à, mais généralement, quand on parle de risque, ça va être favorisé. Alors, il peut aussi y avoir un problème sans qu'on ait de données précises pour le confirmer ou l'infirmer. Dans ce cas, on peut intituler le problème comme un problème possible. Par exemple, possible perturbation de l'estime de soi. Rien ne vous interdit de le faire. Alors, identifier les problèmes du patient grâce à toutes les données qu'on a recueillies et bien organisées dans notre tableau de Virginia avec les 14 besoins, mais aussi en se référant par exemple au tableau des traitements, toutes les données que l'on a aussi sur la pathologie. Alors c'est bien d'avoir identifié ces problèmes, mais il faut aussi identifier les ressources du patient. En effet, si on se réfère au modèle de Virginia Anderson, mais selon elle, la fonction de l'infirmier, c'est d'aider le patient à effectuer des activités qui vont l'aider à s'améliorer s'il ne peut pas les faire lui-même. L'objectif, c'est de passer de la dépendance pour certains besoins à l'indépendance pour satisfaire ces différents besoins. Alors, il faut donc se demander ce que le patient a comme ressources physiques, alors quel est son état général, qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais aussi comme ressources psychologiques et personnelles. Quelles sont ses capacités d'adaptation, quelle est sa motivation, quelles sont ses connaissances, est-ce qu'il a du soutien de la part de son entourage ou de la part des soignants ou autres, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous parlerai des diagnostics infirmiers de manière un peu plus approfondie. Je vous dis donc à très bientôt.